Hello, aujourd'hui ça sera pas une petite vidéo, par contre ça sera une vidéo plutôt orientée Open Data, Smart City. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé ce sujet-là, mais au cours d'une discussion et d'une formation, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de retravailler ce sujet, qui est la qualité des eaux de baignade à Nouméa, surtout que l'été approche, et que donc, bah voilà, moi je passe pas mal de temps dans l'eau, et je suis pas le seul à Nouméa, et ça serait bien dommage de s'en priver. Donc aujourd'hui, si je vais sur le web pour connaître la qualité des eaux de baignade, oui, à Nouméa, donc je tombe sur le site de la ville. Donc voilà, avec un tableau qui détaille si la baignade est autorisée ou pas, mais également avec tout un tas de détails, hein, donc, sur lesquels je reviendrai plus tard, mais également avec une autre donnée qui est beaucoup plus précise, ce sont les résultats d'analyse. Et donc là, on a le lien vers un PDF, à mon sens beaucoup plus technique, qui définit, donc on retrouve bien les plages, on retrouve les plages, on retrouve une nomenclature avec des lieux, des points de prélèvement, une date et même une heure, et ensuite des concentrations de bactéries, donc Escherichia, Enterocoque, et donc avec des seuils, avec plein de choses, plein de data. Et en fait, j'ai commencé à me dire, ben tiens, comment est-ce que je pourrais un peu changer l'expérience du citoyen avec de la data et évidemment de l'open data, et puis moi-même en apprenant quelques technos supplémentaires. Et vous voyez, tout ça c'est vraiment très réglementé, mais tout ça c'est du contenu statique. Et moi je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Donc par le passé, donc j'ai créé une série dédié à la Smart City, à l'Open Data, à l'interopérabilité, qui est vraiment un truc que j'aime travailler. Et puis également plein de bénéfices avec des calendriers quand il y avait les baignades interdites pour avoir vraiment être connecté, mais que l'information vienne à moi et de la manière la plus adaptée. Donc ça pouvait être la montre, ça pouvait être des notifications, ça pouvait être plein de choses. Voilà pour historique, je mettrai les liens. Et également donc des contenus que j'ai produits, que je mets en raccourci. Et donc là on voit en fait les détails et également les expériences de notification à l'époque, l'intégration y compris aux devices connectés. Parce que vraiment, c'est ça qui est vraiment pratique, c'est avoir une intégration vraiment optimale et avoir la liberté totale d'avoir ces informations de manière dématérialisée, vraiment, mais où on veut. Ça peut être sur la télé, ça peut être sur un slideshow automatique, ça peut être une appli mobile, ça peut être euh, des habits connectés, vraiment pour qu'on ait vraiment aucune limitation. Et puis bien sûr, qu'on puisse aussi les archiver, faire de l'IA, faire des chatbots conversationnels qui donneraient des conseils pour avoir une baignade la plus intelligente possible, la plus sécure en termes de santé. Voilà. Donc tout ça, c'est pas un doux rêve, mais ça demande d'avoir les données. Et donc également à l'époque, j'avais packagé ça avec du Java et on avait même produit une application mobile dédiée aux zones de baignade. Donc en fait, c'était développé en Flutter. Et vu qu'on avait l'API, on pouvait lister les zones de baignade, avoir leur statut, et puis via les caméras connectées, avoir un aperçu en direct live de la tête du spot. Par exemple, si on aime naviguer, on voyait s'il y avait des gars qui faisaient de la planche ou de la wing aujourd'hui, voilà, des choses comme ça. Donc vous voyez vraiment une expérience vraiment très connectée et très intégrée au cas d'usage du citoyen connecté. Donc j'avais même fait un petit site web en no-code avec les systèmes de notification, et évidemment ça embarque les notifications sur les montres. Moi j'utilise beaucoup la montre et pas tellement le téléphone par exemple. Donc voilà, également tout un article à l'époque. Et également, j'avais implémenté un bot sur Twitter qui suffisait de suivre et il disait quand un statut changeait. Donc tout ça en automatique, mais encore une fois, il fallait la donner. En même temps, dans mes activités de veille, donc j'ai vu arriver un package manager en Python qui s'appelle UV,
et dont la promesse était vraiment d'accélérer vraiment la phase de build et d'import. Et donc je lui dis tiens, ça fait une drôle de coïncidence, et donc voilà. Donc écrit en Rust, et on voit là la promesse de temps d'exécution qui est a priori assez hallucinante. Et puis avec plein d'autres bénéfices, hein. Donc avant je faisais du poetry, enfin d'abord au début je faisais du pip, ensuite du poetry, et puis maintenant voilà, UV. Donc j'ai mis tout ça ensemble pour construire un petit projet, un proof of concept, mais fonctionnel. Donc on va aller sur Kaggle pour commencer, et on va unboxer le notebook. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc voilà, donc petite intro, donc toujours le rappel des références officielles, hein. Donc comme ça on reste connecté aux sources de données. Et puis la ville de Nouméa recommande de privilégier les zones de sécurité et surveillées, donc ça c'est par rapport au risque requin. Et puis où sont les références? Eh bien oui, elles sont là. J'ai fait un lien entre la qualité des eaux de baignade et le risque requin, puisqu'au final c'est une expérience globale pour la pratique de la plage et des sports nautiques en général. Et donc pour cela j'ai produit par le passé des articles dédiés aux attaques de requins, puisque souvent on peut faire une corrélation entre pollution et risque requin. Également j'ai mis à disposition un dataset que j'ai déjà démontré par le passé sur les attaques de requins, mais vraiment dédié à Nouvelle-Calédonie, donc vous voyez, avec des notebooks que certains sont venus produire également sur le dataset sur Kaggle. Donc tout en open data, ça c'est vraiment important. Et puis un rapport d'analyse, donc là qui n'a pas été produit par moi, c'est un contributeur qui est venu et qui a fourni les types de requins, le lien avec la Lune. Donc, oui, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Est-ce que c'est les congés? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est pollué? Donc ça, après on peut faire du machine learning là-dessus. Également j'ai fait un notebook en R dédié un peu à faire la data vis de ces choses-là. Donc voilà, le sujet de qualité des eaux est un vrai sujet de société. Et il y a eu pas mal d'actualités en ce sens, avec des investissements importants. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce notebook? Eh bien en fait on va montrer comment, à l'aide de cette page et de ce fichier PDF que je vous ai montré tout à l'heure, qui est disponible en ligne, comment, à l'aide d'un unique package en Python que j'ai préparé, que j'ai poké, prototype, mais prototype opérationnel, et bien en fait on va pouvoir installer le package juste avec une commande Python. Donc là je vous montre sur Kaggle, mais ça marche sur n'importe quel Jupyter Notebook. Comment on va récupérer les données sous forme de data frame, et puis faire quelques premiers graphiques vraiment simplistes pour montrer comment utiliser le package. Donc vraiment en termes de possibilités, ça ouvre pas mal de perspectives. Par exemple des jeux de données historisés, c'est-à-dire que on va pouvoir donner de la perspective sur une semaine, un mois, et voir les fluctuations d'un site par rapport à un autre, ou par rapport à la saison cyclonique, par rapport à des pluies, par rapport à plein d'événements. Et donc après ça ouvre les perspectives voilà, de ça, de créer des applications, par exemple dans Gradio. Et donc si on fait une application dans Gradio, et bien ça je vous l'ai déjà montré par le passé, mais on peut créer voilà, on peut créer un serveur MCP et donc avoir des chatbots sans aucun effort, ça va tomber entre guillemets tout cuit. Et puis bien sûr des API, là aussi qu'on peut faire avec Gradio, et puis faire du MCP dessus. Après il n'y a vraiment plus aucune limitation, et puis je verrai quelle suite je donnerai à ce petit SDK et aux réalisations. Donc tout est open source. Donc voilà, le code est là. Donc là on a la repo sur PyPy, et le projet il est ici. Donc je vais revenir après dessus, mais tout est expliqué et tout est visible en open source. Et donc le lien vers la repo, voilà, comme ceci. Donc après on a pas mal de liens officiels qui sont vraiment intéressants sur la partie comment sont surveillées les eaux de baignade. Donc tout ça je l'ai vraiment fourni pour donner un contexte complet aux travaux, le site officiel que j'ai montré, également
des études qui ont été faites entre le plan d'urbanisme, le plan directeur, et l'impact sur l'environnement. Et donc il y avait une partie sur les eaux de baignade. Ensuite, voilà, donc les activités sur Nouméa. Donc vous voyez, je mets vraiment toutes les ressources possibles que j'ai pu trouver. Et puis également les docs, enfin, les docs officiels de la DAS, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui détaillent vraiment les seuils et qui met un cadre vraiment important avec les numéros d'arrêté. Je vais revenir dessus par la suite. Donc je me suis dit, déjà, ça, les PDF que je viens de vous montrer, c'est de la data déjà. C'est de la data structurée, c'est du texte. Et je me suis dit, tiens, je vais les prendre et je vais les garder, je vais les mettre au chaud. Donc là, c'est ce que je fais, en fait. Je vais venir lire tous ces documents, tous ces PDF, et je vais les stocker. Pour plus tard, et si on veut faire de la data analyse du RAG sur des documents, eh bien, ce sera possible. Vraiment, pour construire tout ça, ce dataset de manière intéressante. Ensuite, pour installer le package, eh bien là, le boulot a été fait avant. Donc, on installe le package. Donc ici, sur Kaggle, je suis avec pip. Pip installe, EDB Nouméa, et voilà, c'est fait. Donc là, voilà, on a fait pas mal de blabla. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui m'intéresse, c'est déjà, pour commencer, j'aimerais avoir ce tableau, mais en data. Et bien, c'est aussi simple que ça. DF resume, get water quality, et voilà. Donc là, on a ça comme data frame, et donc, voilà, job done. Ensuite, en expérimentant, en jouant un peu avec les données, je me suis rendu compte qu'il nous fallait un référentiel des plages. Donc là, on a la liste des plages avec différentes dénominations selon les datasets qu'on a. Puisque là, vous voyez que ici, par exemple, j'ai plage de la baie des Citrons, par exemple, c'est écrit comme ça. Mais si on veut de la data, c'est pas exactement écrit pareil. Donc moi, je voulais une expérience unifiée et pouvoir relier entre elles toutes ces données. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ici, on voit le lien. Et puis, bon, évidemment, moi j'habite à Nouméa, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de donner les éléments de cartographie pour pouvoir arriver à une plage directement. Imaginons qu'on soit sur mobile, et bien voilà, ces données sont disponibles dans le dataset ainsi. Et ensuite, la partie la plus tricky, on va dire, c'est récupérer les détails, donc les concentrations, les prélèvements, les lieux de prélèvement. Donc voilà, donc on télécharge, on s'occupe de tout ça. Et puis, la vue détaillée, c'est extrêmement simple, c'est df details égale, et puis ensuite, si je l'affiche, ce que je vais faire, c'est que je vais résumer comme ça. Eh bien, on a la vue tabulaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais replier tout ça. Ça sera plus facile à lire. Voilà, donc là, on a en data frame la vue data, plage de la baie des Citrons, voilà, 7h34, donc 7h34, on a 20 et en gros 10. 20, 10. Et puis également, pour structurer la donnée, j'ai mis à côté, en plus, dans une zone dédiée, l'ID du point de prélèvement. Comme ça, si on veut relier à d'autres éléments, eh bien c'est possible. Et puis la description. Donc voilà. Donc là, déjà, on voit qu'on a toutes ces données-là au sein d'un même package. Et donc après, il n'y a plus qu'à s'amuser avec. Donc là, également, pour agrémenter le notebook, j'ai repris les données de la DAS, ici, et là, à la main, pour faire propre, j'ai fait un petit tableau pour que tout soit vraiment tout intégré au notebook et que vraiment on ait une expérience développeur sur ces données-là de manière vraiment optimale. Et puis ensuite, eh bien, on peut aller s'amuser sur les jeux de données. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que les Cherichia? Ben voilà, donc on a quelques petites références officielles. Et puis là, tout d'un coup, les choses deviennent visuelles. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on part de ça. Donc oui, baignade autorisée, ok.
et puis on a ça, bon ben ok, je regarde. Mais là, moi je propose ça. Et là, tout de suite, on voit que bon ben peut-être que ça serait mieux d'éviter de se baigner dans le top 10 et peut-être privilégier une baignade dans le top 10 mais du bas. Voilà, dans le bottom 10 on va dire. Donc là, par exemple, on voit que la baignade est autorisée, mais quand même que c'est pas tip top, c'est pas les meilleurs endroits. Si on peut éviter dans un premier temps, ça serait pas mal. Donc là, par exemple, au Mirage Plaza à la baie des Citrons, et ben en fait, ça serait mieux peut-être de se baigner de privilégier une autre zone, par exemple. Ici, face Nouvata, on voit que ben, vraiment c'est vraiment plutôt pas mal. La Pointe Magnin, ben voilà, donc là c'est un super spot, bien propre et tout. Voilà, en tout cas pour les chers colis. Donc vous voyez, ça déjà, on passe de ça à ça, c'est quand même plus sympa. Ensuite, ben, on a aussi les entérocoques. Donc toujours avec les références officielles, parce que moi je suis pas biologiste, hein. Donc voilà, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, voilà, des bactéries, etc. Et là, ben, on voit que bon, ben, je vais me baigner intelligent, ben, je vais peut-être éviter le Condo Beach. Voilà, je vais peut-être éviter la Guinche et Mirage Plaza, et peut-être que je vais essayer de me déplacer au sein de la même plage, mais sur un autre spot, pour optimiser ma baignade, optimiser mon expérience de baignade. Voilà, c'est ça l'objectif que moi je visais. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Ben, après, il n'y a pas de limite, c'est la créativité, les compétences, l'envie d'apprendre. Et moi, je me suis dit, tiens, j'avais pensé initialement à un macaron, mais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien naviguer, voir où est-ce que il y a les plus fortes concentrations, et puis éviter d'y aller. Donc là, on voit que, par exemple, bon, ben, Pointe Magnin, on a un gros shot, plage de Magenta. Et si je vais à Magenta, est-ce qu'il y a un spot qui a un peu mieux, un lieu de prélèvement qui est un peu mieux? Et bien là, je vois que, bon, bah, vaut mieux éviter ça, ça et ça. Par contre, ici, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est une navigation et ça peut être fait sur un. Si moi je peux faire dans un notebook, on peut le faire sur un site web, donc interactif, réactif, etc. Également, si je vais à la baie des Citrons, bon, bah, Mirage Plaza, c'est mieux si j'évite de me baigner vraiment en face. En face de la Guinche, eh ben, c'est déjà un peu mieux. Et puis, si je vais au niveau plutôt face Beach House, eh ben, là c'est vraiment super. Donc vous voyez, on peut se baigner vraiment plus intelligemment et avec des outils qui sont simples. Et puis après, qu'on comprenne ou pas les données, c'est pas grave, elles sont mises à disposition et puis tout un chacun peut en profiter. Par exemple, à Lansvata, bon, bah, en face de la CPS, vaut mieux éviter. En revanche, face Burger King, c'est bien. Donc là, je me baigne intelligent, voilà. Et puis, grâce à la data, grâce aux data, on devient smart. Ensuite, ce que j'ai voulu faire pour privilégier l'expérience data, pour ceux que ça intéresse, je me suis dit, tiens, ben, je vais également, avec ce notebook, livrer une base de données structurée. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis beaucoup de contraintes d'intégrité, mais je me suis dit, tiens, je vais le faire juste pour m'amuser, parce que c'est fun. Et donc voilà, je prépare la base, et puis ensuite, en sortie, je déplace les PDF pour que vraiment, on ait une expérience data vraiment complète et de bout en bout. Donc voilà pour le notebook qui fait la démo. En input, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de data source en fait, on a le web et ce PDF qui est déterminé de manière automatique et cette page web. Donc en fait, mon scrapper vient sur le site, prépare la table, récupère le PDF, lit le PDF, fait les chargements de données et voilà. Et par contre en input, c'est là que c'est intéressant. Donc on a les docs qui font référence, qui font foi, donc elles font partie du dataset et elles expliquent tout et elles peuvent être analysées. Donc vous voyez, on a, dans le snapshot, on a les données d'origine, très important. Et puis j'ai mis les arrêtés qui expliquent tout ça. Et donc on pourrait très bien imaginer, chargez-en ça dans notre book LM et avoir des analyses complètes et contextualisées. Voilà, donc là tout est vraiment expliqué. Ensuite, dans les exports, puisque je suis passé par DuckDB, eh bien, je fais des exports en CSV, vraiment classique. Les exports au format parquet. La vue détaillée dans un CSV vraiment super clean et donc très facile à utiliser pour ceux qui préfèrent utiliser du CSV. Également, j'ai préparé une vue metadata qui explique
quand a été généré ce fichier de base de données, la repo, le nom du package PyPy, et puis l'URL du notebook qui explique comment a été produit ce fichier de base de données. Également, on a la vue résume. Donc là, on voit qu'on reconnaît la vue officielle, mais au format CSV. Vous voyez. Donc, hop, plage état sanitaire, 2 colonnes, repris. Et puis, également, les sites avec le mapping que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, également, on a, bien sûr, l'export en base de données. Et puis pour vous montrer que vraiment c'est très facile à utiliser, eh bien, je vais le télécharger, le fichier de base de données, voilà, donc au format DuckDB. Et puis on va aller juste un petit peu regarder ce que ça donne. Voilà. Donc on va pas faire des choses vraiment très violentes. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme table? On a les sites, donc vous voyez, hein, très facile à utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le résumé, donc comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a la vue détaillée. Et également, ce que j'ai préparé, c'est une table un peu plus facile à utiliser. Donc on a la vue, voilà. La vue résumée, alors voilà, c'est ça, pardon, contrôle baignade. Et donc là vraiment j'ai vu, essaye de faire la jointure, avoir le flag, est-ce que la baignade est autorisée, oui ou non, avoir le nom de la plage, ensuite avoir le point de prélèvement lié à la plage, et puis les concentrations, et puis la date à laquelle ça a été pris. Voilà, donc tout ça c'est fait, et puis par exemple... donc vous voyez que j'ai fait un premier tri par rapport à E. coli, mais j'aurais pu faire par les entérocoques par exemple. Donc après voilà, c'est vraiment comme je préfère, mais là j'ai préféré par défaut classer comme ça. Donc là voilà, on voit d'une manière différente tout ça. Donc voilà qui est fait. Donc ça c'est fini pour la partie démo, mais maintenant ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qu'on pourrait en faire en tant que développeur à côté. Et donc on va aller se mettre ici sur la repo, et puis on va voir un peu quelle expérience on peut produire facilement. Donc je vais venir on va faire un petit peu de code, mais ça va vraiment être très minimaliste. Et je vais venir voilà, c'est ça. Hop, Adrien S, EDB, c'est ça, c'est ce que je veux. Ah, on va se mettre au propre. Et puis on va cloner tout ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette repo? Donc on a évidemment le source code, mais on voit qu'on a également des exemples. Donc là on a le notebook, on est bien d'accord, mais on a des scripts d'exemples, et moi je me suis dit, tiens, ce que j'aimerais, c'est m'amuser un peu avec du R, et voir
comment est-ce que je pourrais montrer l'intérêt de l'open data et puis retravailler un peu ça pour m'amuser. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on voit qu'il y a un répertoire exemple. Et il y a un répertoire R. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et donc là, on voit qu'il y a une image, et puis surtout, il y a un fichier RMD, donc R Markdown, et puis un task file. Donc on voit que, ben voilà, hein, donc on a du source code, et puis en fait, il y a du calcul, il y a de l'import de base de données. Et donc, eh bien, il y a aussi également un task file. Un task file pour automatiser des tâches. Il y a des tâches qui sont prêtes à l'emploi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer la base de données qui est ici, sur le notebook, et tout le reste. Et puis, on va faire une génération de rapports. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, on va faire... on va faire ça. On va télécharger le notebook en ligne de commande directement dans les tâches qui sont prévues pour ça. Donc là, en fait, de manière automatique, hein, je vais me connecter à mon Jupyter Notebook et puis je vais récupérer les éléments de sortie. Donc vous voyez qu'à la base, on avait 3 petits fichiers, mais que là, maintenant, si je regarde, ça n'a plus rien à voir. Et donc, si je vais dans Kaggle Download Docs, eh bien, comme promis, hein, j'ai mes fichiers. Et puis, imaginons que, résultat, surveillance, voilà. Donc, on a le PDF d'origine directement mis à disposition. Et puis, surtout, on voit qu'on a le fichier DuckDB qui est disponible. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va venir l'utiliser, on va venir l'exploiter. Et qu'est-ce qu'on a comme autre tâches qui peuvent nous intéresser? On voit qu'on a une tâche PDF. Alors on va lancer une génération PDF. On va essayer d'écrire un article à vocation un petit peu scientifique, mais grand public, pour venir présenter les choses de manière un peu différente. Donc on va venir rapport, voilà, et puis il y a la version PDF, et qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, donc là on vient de compiler directement avec des outils open source de l'open data qui a été préparé par Kaggle. Et donc voilà, donc si on voit le fichier, on voit que déjà qu'il est enrichi avec des métadatas, avec plein de tags, ce qui font que ça va favoriser l'intégration dans des jets par exemple, ou des choses comme ça. Le contenu est structuré, on voit qu'il y a des sections. Donc ça aussi, ça aide à une utilisation optimale. Et puis c'est un article scientifique que je viens de produire. Donc voilà, rapport généré de manière automatique à l'aide de logiciels libres, présente une synthèse claire et visuelle de la qualité des eaux de baignade d'Anoméa, basée sur les derniers relevés disponibles. Il propose une vue d'ensemble originale. Je ne dis pas que c'est la meilleure du monde, hein, je ne suis pas expert en DataVis. Du statut sanitaire officiel des plages. Voilà, ainsi que l'analyse détaillée des concentrations en bactéries. Voilà, donc déjà on a l'abstract, donc on voit les codes de l'article scientifique. Et puis ensuite, l'objectif surtout, parce que moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est faire de la communication et sensibiliser, et peut-être faire avancer le sujet de l'open data ou des open API sur cette chose-là. Donc l'objectif principalement à but de sensibilisation est d'informer efficacement les usagers sur les zones de baignade les plus sûres, mais avant tout d'illustrer très concrètement l'intérêt de partager ces données de manière interopérable. Donc dataset, API, SDK, ce qu'on a fait là. Et donc permettre aux citoyens de contribuer avec leurs compétences au développement de services à valeur ajoutée pour la communauté, en rendant la ville Nouméa plus smart, donc la référence au Smart City
et résiliente, par exemple aux effets de pollution après les pluies ou ce genre de choses. Donc petite introduction, et puis ensuite j'intègre. Donc vous voyez, ça c'est la puissance de la dématérialisation de l'information, c'est-à-dire que dans mon tableau ici, j'ai en fait cette donnée-là, vous voyez, mais intégrée dans un rapport LaTeX, en l'occurrence. Donc une fois que j'ai ça également, eh bien, je peux faire du chart, des graphiques, directement dans le rapport. Et donc là, vous voyez que initialement, j'avais ceci, et que là, maintenant, j'arrive à ça. Donc c'est beaucoup plus facile à lire. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de me concentrer sur la partie droite ou d'éviter la partie gauche, selon comment on voit les choses. Donc voilà. Et puis ensuite, eh ben, pareil pour les entérocoques. Donc là, on voit que, par exemple, sur la date en question, ça serait mieux d'éviter d'aller au Kano Beach, par exemple. D'éviter la Guinche et la Plaza. Par contre, Beach House, c'est pas mal. Voyez, donc voilà un peu un exemple de rendu, et donc vous voyez que c'est beaucoup plus facile à lire, c'est plus accessible, et puis on peut mettre ça sur une liseuse, et puis je peux zoomer, je peux imprimer, je peux faire des arrêtés, automatiser toute une chaîne de traitement par derrière. Vraiment, après il n'y a vraiment plus aucune limite, si ce n'est celui de la créativité et de la compétence, et puis avec l'IA générative en plus. On peut faire des choses vraiment avec un niveau de compétence assez limité, arriver à faire des choses vraiment cool, quoi. Donc voilà, ensuite eh bien, je rappelle l'annexe technique. Donc les sources de ça, eh bien, c'est le Jupyter Notebook qui est là. Donc on a utilisé l'output du Jupyter Notebook, on a utilisé le package qui est sur PyPy, open source, et puis le code source de GitHub, puisque j'ai construit ce rapport. Vous voyez, si je viens ici, je vais retrouver mon code source, celui-même que j'ai cloné tout à l'heure. Voilà. Donc il n'y a rien qui est caché. Et puis, donc voilà, ces ressources ont pour ambition de permettre de prendre en main le code, susciter l'envie d'explorer, d'analyser, de réutiliser des données de qualité des eaux de baignade à Nouméa. Voilà, donc mission remplie. Je vais voir si je ne vais pas améliorer la structure de la base de données, peut-être améliorer certains typages, celui de la date, intégrer l'heure dans la date pour avoir un timestamp plus propre, ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Également le fait que j'ai eu pas mal de soucis si je vais sur... il y a eu beaucoup de releases en fait, si on regarde ici, si on regarde les tags. Et en fait, c'est lié à des changements de format dans le PDF. Donc j'ai changé à plusieurs reprises la façon dont je viens lire le PDF, qui est quand même du texte. Mais par exemple, mettre à disposition un contenu structuré ou vraiment figé dans le temps, eh bien, ça pourrait aider à maintenir plus facilement le projet. Donc là, on voit que j'ai quand même pas mal de tags, où j'ai un petit peu galéré parfois pour pouvoir structurer mon contenu. Vous voyez, là, si je viens sur des tags, il y en a, voilà, donc hier soir par exemple, j'ai fait une petite session, donc voilà, j'ai dû retravailler la chose. Donc pour un projet très neuf, ça fait beaucoup de tags, mais c'est lié au fait que, voilà, c'est du scrapping hein, quand même, il faut pas oublier, quoi. Donc voilà, et pour finir en beauté, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rendre le notebook public. Et puis comme ça, tout le monde pourra en profiter. Et puis également, ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui c'est déjà le cas, il est skidoulé, c'est-à-dire qu'il tourne automatique. Et je vais envoyer ça dans un dataset. Comme ça, on pourra faire des démos et le partager et en profiter encore davantage. Donc là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc ça fait toujours plaisir. Je vais le partager, j'accepte les commentaires. Et puis je publie. Voilà, donc ça y est, le notebook est public. Et puis, si je viens sur la meilleure doc qui vaut pour un projet, c'est ici des réalisations. Donc je pointe directement vers le notebook. Et puis prochainement, ce que je vais faire dans la foulée, c'est que je vais rajouter une base de données
un dataset, comme ça sera enregistré dans la foulée. Et puis en termes de tags, donc santé publique, pollution, santé, mode tabulaire, l'Océanie, et puis également du texte, hein. Donc vous voyez, c'est petit notebook tout bête. Et puis output, tout bête aussi, très facile. Et puis voilà, le reste, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à faire des réalisations si vous faites une API dessus, si vous avez envie de le faire, si vous trouvez que c'est amusant à faire, si vous avez des questions sur Python, sur UV, sur la qualité du code, hein, qui est quand même... c'est pas quelque chose de merveilleux, mais voilà, en tout cas ça a le mérite d'exister. Si vous avez envie, si vous trouvez ça intéressant et que vous pensez que c'est bien de maintenir ça et d'améliorer la base de données, allez-y, faites des issues, voire faites des PR ou lancez une discussion. Voilà, c'est à vous de jouer. Et puis surtout, le mot de la fin, bonne baignade. Moi, je vais venir nettoyer tout ça. Donc vous voyez, là j'ai lancé l'outil, mes actions avec Task, donc c'est très facile à utiliser. Voilà, donc je vais nettoyer. Ah oui, j'ai failli oublier, donc on a aussi le mode HTML. Et donc par exemple, on peut très bien imaginer, si on voulait le faire comme ça, bien sûr, rapport le HTML, donc qui est porté comme ça, et également parce que des fois certains aiment bien le Word, donc vous voyez qu'il y a la tâche Word, et si je génère le fichier Word, donc le docx, on voit qu'on a un Word au cas où on aurait préféré avoir sous ce format et puis que les images sont bien intégrées, etc. Je trouve que le PDF a beaucoup plus de gueule, personnellement. Donc voilà, et puis également, puisqu'on fait le tour des tasks, on efface derrière nous, et donc on revient à l'état initial. Voilà. Pour les petits curieux qui se disent ce que c'est que cet outil Task, eh bien c'est un task runner, c'est super pratique à utiliser, et puis les IA adorent utiliser ça puisque ça documente tout ce que fait un endroit, un répertoire, et donc on peut packager les choses de manière très simple et elles sont très faciles à découvrir, donc ça demande pas beaucoup d'efforts. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vraiment, c'est pour les plus geeks, hein. Et donc voilà, donc vous voyez c'est très simple, hein. Donc sur chaque tâche on met une description de ce que ça fait et puis ensuite les commandes et ce qu'on a en sortie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour le PDF, etc., etc. Mais ce qu'aiment bien les IA génératives, c'est avoir des choses prêtes à l'emploi. Donc par exemple, si je lance mon IA générative ici, donc là on voit qu'il part en découverte, hein. Donc là vous voyez j'ai tout pré-mâché, et donc ça c'est vraiment important de se dire qu'à toutes les étapes je vais pré-mâcher. Non. Quelles sont les actions disponibles par exemple? Voilà, donc là par exemple, si je suis pas vraiment développeur, télécharge les données du notebook Kaggle par exemple. Vous voyez, vraiment c'est du langage naturel, mais normalement
il devrait réussir à s'en tirer. Là, je pense qu'il y a un problème d'API avec Gemini. Voilà, donc il se dit, bah tiens, ouais, bah c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je lance cette tâche-là. Donc je vais dire, bah vas-y, fais-le. Et là, comme j'ai tout packagé, eh ben, ça rend les choses vraiment, vraiment super accessibles. Vous voyez, donc c'est de bout en bout, le système, il est conçu pour faciliter la donne. Vous voyez, là, on le voit travailler. Voilà, donc là, il a fait le boulot. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Et puis maintenant, bah, je vais lui dire, j'aimerais bien avoir le rapport au format PDF, par exemple. Ok. Donc, on voit que il demande la permission, puisque c'est moi qui veux garder le contrôle sur ma machine. Donc voilà, il a compris qu'il fallait faire task PDF, je le laisse faire. Et donc tout ça, ben, c'est pré-packagé, c'est facile, et il faut que ce soit facile à chaque étape. Voilà. Et puis maintenant, ben, je lui dis, ouvre-le. On va voir comment il va s'y prendre. Voilà, donc il est là. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas de... Voilà, il est là, il vient juste d'être produit. Donc il vient d'être produit, et puis... voilà, donc à midi 2, il est bien midi 2. Et puis voilà, ben, fin de la démo. Donc vous voyez, les MCP, l'IA, eh bien ça marche, mais c'est vraiment en bout de chaîne, une fois qu'on a fait tout le travail en amont. Voilà pour la démo complète. Je vous fais pointer vers le notebook. Et puis, il est planifié tous les jours. Je ne sais pas forcément quand est-ce qu'ils mettent les analyses. Donc, ben voilà, tous les jours. Et puis là, ben, il s'est exécuté il y a 2 heures. Et donc, en 1 minute 37, on a toutes ces informations qui sont disponibles et qui désormais sont publiques. Voilà. Et puis, ben, bonne baignade. Faites de l'open source, faites de l'open data, faites de l'IA, apprenez en faisant, éclatez-vous, faites des trucs marrants et puis utiles. Et puis pensez aux autres, pensez à ceux qui ont moins accès à l'information ou qui ont du mal à la lire, par exemple. Pensez à ceux qui ne sont pas connectés. Un PDF, ça se transforme, ça se transporte très bien, ça s'imprime en gros, en gras. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et puis, il y a autant de cas d'usage que de personnes. Donc, vraiment, pensez open data, pensez open source. Et puis, surtout, faites en sorte de vous amuser avec tout ça. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Longue démo, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, commentez. Et puis voilà. Allez, tata bisous, ciao.